Bonjour et bienvenue. On a tous déjà ressenti cette pression, n'est-ce pas? Cette petite voix qui nous dit qu'on devrait manger mieux, bouger plus. Faire plus attention, oui. Voilà. Et on se dit souvent que c'est juste une question de volonté, de discipline. Mais si c'était plus compliqué que ça? Aujourd'hui, on part explorer un peu les coulisses de cette pression. Hmm. Notre guide, c'est un texte du sociologue Pierre Frazer, nutritionniste, régulateur des corps et des consciences. Et notre mission, ça va être de traquer les forces un peu invisibles qui façonnent notre rapport à notre propre corps. C'est exactement ça. On va essayer de voir d'où vient vraiment cette injonction à être en forme. On va voir que ce qui a l'air d'un simple conseil de santé, en fait, c'est au cœur d'une énorme tension. Une tension entre quoi et quoi? Entre notre responsabilité individuelle qu'on nous met sur les épaules et des normes sociales, voire politiques, qui nous dépassent, et le nutritionniste, qu'on voit comme un coach, est en fait, d'après Fraser, un personnage clé. Un personnage clé dans un système. Oui, un système bien plus vaste qui s'exerce sur nos corps et nos esprits. Un agent du système carrément. C'est une affirmation audacieuse. J'ai hâte de voir comment il défend ça. Alors, comment on passe d'un conseil sur le brocoli à une forme de contrôle social? C'est parti, on plonge. Allons-y. Bon, alors commençons par le début. Le point de départ de Fraser. C'est le discours qu'on connaît tous par cœur, hein. Oui. Pour être en santé, la recette est simple. Bien manger, faire de l'exercice, sur le papier, ça a l'air facile. Mais là où ça devient tout de suite plus grinçant, c'est qu'il montre que toute la charge, en fait, elle repose quasi exclusivement sur qui? Sur l'individu, sur nos épaules. Exactement. Oui, et il utilise des mots très forts. Il ne parle pas d'un simple conseil, mais d'une injonction à la performance. Ah oui. L'idée, c'est qu'on nous demande d'appliquer une logique d'entreprise à notre vie privée. On doit gérer son agenda, optimiser son temps libre, planifier ses repas, ses séances de sport. Comme un chef de projet. Voilà, avec la même efficacité. Et la conséquence de ça, elle est directe et maladive. Le surpoids, c'est plus juste un problème de santé. Ça devient un échec de gestion. Une faillite personnelle. Une faillite personnelle. C'est dur comme terme. Ça veut dire que si j'arrive pas à aller au sport, c'est pas juste de la fatigue, c'est un manque de performance dans le projet, moins inc. C'est un peu l'idée. Et c'est là que l'analyse pointe une inégalité, mais flagrante. Parce que cette planification, cette optimisation, c'est un luxe. C'est possible pour quelqu'un qui a un travail de bureau, des horaires stables, Sûr. mais une mère célibataire qui cumule deux jobs ou un ouvrier qui travaille de nuit. Comment on peut sérieusement leur parler de planification optimale des loisirs? C'est précisément le cœur du problème. Le discours dominant, celui que Fraser analyse, il met en avant des valeurs comme la volonté, la flexibilité, comme si c'était des ressources que tout le monde avait en même quantité. Ça ignore complètement les contraintes réelles, Ah. le temps, l'argent, l'énergie, l'accès à de la bonne nourriture. Tout ça est incroyablement inégalitaire. Et du coup, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'individualiser un problème qui est, en réalité, profondément collectif? Et c'est là que le texte bascule, on quitte la perspective de l'individu pour regarder le système. Et c'est là qu'il parle du nutritionniste, en disant que son rôle n'est pas innocent. L'idée qu'un conseiller puisse réguler les environnements. Et transformer les attitudes. Oui, ça va bien au-delà de suggérer de manger plus de légumes. Ça fait un peu menaçant, non? C'est une affirmation très forte et pour l'appuyer, Fraser va chercher un concept puissant chez le philosophe Michel Foucault, le biopouvoir. Le biopouvoir. D'accord. Pour le dire simplement, le biopouvoir, c'est pas le pouvoir d'un roi qui dit « tu dois faire ça ». C'est beaucoup plus moderne, plus subtil. C'est un pouvoir qui ne dit pas non, mais qui murmure tout le temps « voici comment tu devrais vivre ». Il incite? Il contraint pas? Exactement. Il s'exerce à travers des normes, des stats, des campagnes de santé. Et dans ce cadre, le nutritionniste devient un des agents clés de ce biopouvoir, un régulateur. Ok, le mot régulateur est central. Fraser le décompose en deux. Parlons d'abord du régulateur des consciences. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça se passe dans la tête? Exactement. C'est la dimension morale. Le discours sur la nutrition, il présente pas le manger sainement et la minceur comme un simple choix, mais comme une vertu. Une vertu? Oui, le signe que tu es une personne responsable, disciplinée. Et si c'est une vertu, alors l'inverse, le surpoids, la malbouffe, devient implicitement un vice, un signe de laxisme. Ah, je vois. La régulation, elle s'opère donc en nous, par la culpabilité, le jugement des autres,
C'est un contrôle qui s'installe dans notre conscience de ce qui est bien ou mal pour notre corps. La petite police morale dans notre tête, quoi. Et le deuxième volet, le régulateur des corps. Là, c'est plus physique, j'imagine. Oui, là on touche au concret, à la chair. Ça renvoie à une norme physique, un corps idéal. Et le texte nous rappelle que cette norme, elle n'est pas naturelle. Elle a une histoire. Elle est née au 19e siècle avec un statisticien belge, Adolphe Quetelet, qui a inventé l'IMC. L'indice de masse corporelle. Voilà. Et à l'origine, c'était un outil pour décrire l'homme moyen, pas pour juger les corps individuels. Attendez, l'IMC, le truc que mon médecin utilise pour me dire si mon poids est normal, ça a été inventé par un statisticien, même pas par un docteur. Précisément. Et cet outil statistique est devenu petit à petit une norme médicale et sociale surpuissante. Le corps sain, c'est devenu celui qui rentre dans les bonnes cases de l'IMC. Le nutritionniste, en utilisant cet outil, participe donc à réguler les corps physiques pour qu'ils se conforment à cette norme. C'est fou de voir comment un simple calcul a pu prendre une telle place. Mais Fraser apporte une nuance, et elle est importante. Il regarde les chiffres de l'obésité dans le monde, qui ne cessent d'augmenter. Mhm. Et il constate que ce fameux biopouvoir a une efficacité somme toute limitée. Ça montre que malgré toute la pression, on n'est pas des marionnettes. L'individu garde une liberté. Absolument. La norme est puissante, mais elle n'est jamais toute puissante. Il y a toujours des formes de résistance, des contournements, des choix qui vont à l'encontre du discours dominant. Les gens ne font pas toujours ce qu'on leur dit de faire. Heureusement d'ailleurs. Oui, heureusement. Et c'est cette tension entre la norme et la liberté qui rend tout ça si complexe et si humain. D'accord. Donc c'est pas une obligation, mais plutôt une très forte incitation. Comment ça se manifeste au quotidien, ça? Le texte est très précis. Il dit qu'on nous encourage à nous surveiller nous-mêmes, à devenir nos propres contrôleurs. Oui. Il liste 4 points de contrôle. Le type de nourriture, la moindre prise de poids, le tour de taille et, bien sûr, le manque d'activité physique. Et cette suggestion, pour reprendre le mot de l'auteur, elle n'est pas juste lancée en l'air. Elle est armée jusqu'aux dents par l'outil le plus efficace du biopouvoir, les statistiques. Ah, les statistiques. Oui, des statistiques massives, souvent anxiogènes. Le discours médical cible 2 grands coupables, la sédentarité et la mauvaise alimentation. Et ces 2 comportements sont présentés comme la cause directe du problème de santé publique numéro 1 dans le monde, les maladies non transmissibles. Et là, les chiffres que Fraser cite, même s'ils datent de 2008, ils donnent le vertige. Sur 57 millions de décès dans le monde cette année-là, 63% étaient dus à ces maladies. C'est énorme. C'est presque 2 morts sur 3. Et dans le détail, c'est encore plus parlant. 48% pour les maladies cardiovasculaires, 21% pour le cancer, c'est colossal. C'est un tsunami sanitaire. Et l'autre point que le texte met en lumière, c'est le basculement de ce fardeau. On a longtemps cru que c'était des maladies de riches. Oui, liées à l'abondance. Exactement. Or, l'analyse montre qu'elle frappe désormais massivement les pays à revenus faibles et intermédiaires. Elles y représentent 80% des maladies non transmissibles et causent 29 millions de décès prématurés, c'est-à-dire avant 60 ans. Ça change tout. Face à ça, on comprend que le ton change. La simple suggestion se transforme en alerte générale. Les institutions médicales, armées de ces chiffres, qualifient la sédentarité de, et je cite, « facteur de risque majeur lié à une mort prématurée ». Le message n'est plus du tout le même. Non, le message n'est plus « faites attention pour être en forme », mais « bougez, sinon vous allez mourir plus tôt ». La pression est d'un tout autre niveau. Les statistiques ont ce pouvoir, oui. Elles transforment un ensemble de choix personnels en une crise de santé publique. L'inaction de chacun, multipliée par des millions, devient un problème collectif, aux conséquences désastreuses. Alors, face à ce constat presque apocalyptique, quelles sont les solutions? Le texte, en s'appuyant sur l'OMS, montre qu'on joue sur 2 tableaux. Et c'est là qu'on retrouve notre tension. D'un côté, il y a les recommandations individuelles très directes. 30 minutes d'activité par jour, arrêtez de fumer, mangez équilibré. En gros, voici ce que vous devez faire, la balle est dans votre camp. Oui, mais ça, c'est que la moitié de l'histoire. Et c'est le point crucial. L'OMS ne s'arrête pas là. Elle dit aussi aux États, la responsabilité individuelle, ça ne suffit pas. D'accord. Elle pousse très fort pour des mesures collectives pour que les politiques créent des environnements qui rendent les choix sains plus faciles. Les exemples sont très concrets. Construire des pistes cyclables sécurisées, aménager des parcs accessibles, interdire la fumée dans les lieux publics. Voilà. Ce
qui est une reconnaissance très claire que la volonté, seule, ne peut pas tout. Je peux avoir toute la volonté du monde de faire du vélo. Si je dois rouler au milieu des camions, Vous n'irez pas, non? Et cette idée est renforcée par un autre chiffre choc du texte. Au moins 60% de la population mondiale n'atteint pas le niveau d'activité physique recommandé. 60%. Pose là-dessus un instant. 60%. Ce n'est plus un chiffre sur des échecs individuels. Un chiffre pareil, ça ne peut signifier qu'une seule chose. que le problème est plus large. Oui, que notre environnement moderne, nos villes, nos emplois, sont fondamentalement conçus pour nous maintenir immobiles. Ce chiffre, c'est la meilleure preuve que le problème est systémique avant d'être individuel. Absolument. Et on retrouve exactement la même logique pour l'alimentation. D'un côté, l'OMS donne des listes de recommandations individuelles. Moins de gras, moins de sucre, moins de sel, plus de fruits. Oui, le manuel que le nutritionniste va transmettre à son patient. Mais de l'autre côté, et c'est le pendant collectif, elle exhorte les gouvernements à adopter des politiques diététiques nationales. Ça peut vouloir dire taxer les sodas, subventionner les produits frais, réguler la pub pour la malbouffe. Agir sur l'environnement. Toujours. L'idée est la même. Faire en sorte que le bon choix devienne le choix le plus simple, le plus évident. Donc, si on fait le bilan, on voit bien cette dualité permanente. D'un côté, une pression énorme sur nos épaules pour nous autogérer, nous surveiller, et de l'autre, une prise de conscience au moins institutionnelle que sans action sur le collectif, Demander aux individus de changer seuls, c'est une bataille perdue d'avance. C'est toute la complexité du sujet. On ne peut ni tout mettre sur le dos de l'individu, ni l'exonérer de toute responsabilité. Le texte de Fraser nous montre brillamment comment le discours sur la santé navigue sans cesse entre ces deux pôles. alors, que retenir de cette plongée étide? Si on résume, on a vu que la gestion de notre santé, qu'on croit si personnelle, est en fait prise dans un puissant système de normes. Le nutritionniste y joue un rôle de régulateur. Oui, régulateur des corps en nous poussant vers un idéal physique et régulateur des consciences en associant cet idéal à une vertu morale. On a exploré cette lutte entre notre liberté de choix et ce fameux biopouvoir qui nous guide, parfois en douceur, parfois avec glissade, la brutalité des statistiques. Surtout, on a vu comment l'échec à atteint cet idéal est presque toujours présenté comme une faute individuelle, alors que les facteurs collectifs, l'environnement, l'économie, les inégalités sont absolument déterminants. Pour nourrir la réflexion, une dernière pensée. Au détour d'une phrase, le texte de Fraser mentionne que, aux côtés des médecins et nutritionnistes, je cite, « l'ensemble de l'industrie de la perte de poids a déjà préparé le terrain ». Et cette petite phrase, elle ouvre une porte vertigineuse qui prolonge toute l'analyse, parce que ça soulève une question fondamentale. Si les institutions de santé agissent, en théorie, au nom du bien-être public, quels sont les vrais moteurs de cette gigantesque industrie de la minceur ? Qui pèse des milliards. Notre santé, ou est-ce que les impératifs économiques et les idéaux esthétiques martelés par la mode et les médias ne jouent pas un rôle tout aussi puissant, sinon plus, dans la façon dont on nous incite en permanence à réguler et à discipliner nos propres corps ? C'est une question qui mérite d'être posée.